Bonjour à tous. Comme vous le savez, le groupe République, c'est 12 républiques. On est présent dans plein de secteurs. On fait plus de 200 événements par an et des trophées. On fait des rencontres à Deauville, des clubs, etc. Et il nous manquait un élément, c'était la démarche télé. Et donc on va commencer avec la République Retail et la place de la République Retail, l'endroit où on cause, l'endroit où il faut être. Alors on a monté un plateau de dingue. Alors nous avons tout d'abord Vanessa Gignoux, qui est la patronne du e-commerce omnicanal de Gémeaux. Gémeaux, donc un des leaders dans le textile, c'est ça? Et notamment quand on fidélise des clients de plus en plus volatiles. Alors, nous avons ensuite Nicolas Safi, donc un jeune homme de la valeur montante de chez Carrefour. C'est Monsieur Intelligence Artificielle chez Carrefour. Donc Carrefour, selon les derniers chiffres, c'est plus de 5900 magasins, avec un patron qu'on voit de plus en plus dans les médias, avec les Jeux Olympiques notamment. Tu sens que c'est un curseur, hein, c'est un levier. Ça fait partie des grands événements qui fédèrent l'entreprise, oui. Alors donc tu parleras d'IA avec nous, parce qu'on a beaucoup de questions à te poser, c'est Nicolas Safi. Puis nous avons un couple, ils ne sont pas encore en coloc, c'est Cédric Pakowski, qui est le big boss de la data chez Verbaudet. Et nous avons Laurent Le Tourmy, qui est le master data officer de chez Devoteam. Et ils ont monté ensemble un truc vachement intéressant. Puis mon vieux copain Renan Olanier, lui, il va parler de paiement. Alors le paiement, ça fait chier tout le monde, sauf les retailers, hein, parce que si le paiement n'est pas fluide, ça marche pas. Ouais, effectivement, c'est vrai que pour les retailers, le paiement, c'est le cash finalement qui rentre dans l'entreprise. Donc c'est un sujet clé, c'est la fin d'un entonnoir. Ouais. Beaucoup d'investissements en marketing qui à un moment se transforment à l'étape de paiement. Donc c'est un sujet un peu indispensable. Donc voilà, c'est pas marrant, mais on essaie de le faire au mieux. Futur président de PayPal, hein, c'est ça? On vient de changer de CEO, donc malheureusement la place a été prise. Alors, comment se préparent les fêtes de fin d'année chez Gémeaux? La collection de fête est en place, on a nos pulls de Noël, nos tenues de soirée. On peut tous dire, ça s'annonce bien, ça sent bon ou moyen? Ça sent bon, on a fait un bon Black Friday. Ouais. Et là, les clients sont arrivés en magasin. D'accord. Il y a le froid qui est arrivé aussi, ça fait du bien. Alors, chez Carrefour, il y a l'inflation, les gens ont moins de moyens aujourd'hui, donc tu sens ça dans les... Et on est là, oui, enfin, évidemment que l'inflation est là. Nous, notre enjeu, c'est d'être prêt pour nos clients. Il y a une vraie émulation chaque année dans les magasins, avec des équipes qui décorent les magasins, donc c'est un moment de fête aussi pour nos collaborateurs. Optimiste, éminemment optimiste. Mais avant tout ça, c'est une émission mensuelle et on va faire un tour d'horizon de l'actualité avec l'inénarrable, je ne la présente plus, notre amie Clotilde Chenevoix. Alors le média, République Retail, le média ça cartonne, hein, dizaines de milliers de lecteurs chaque jour. Comment tu as réussi ça? On va avoir plus de 30% de croissance de nos audiences cette année encore. Depuis qu'on a été lancé, on est en 30 et 40% de croissance, donc ça se développe plutôt bien. Alors tu as sélectionné quelques sujets qui se sont passés dans le mois et on commence avec, bien entendu, la nuit du commerce connecté. Exactement, grand temps fort de l'innovation où on a récompensé plus d'une vingtaine de lauréats. Je vous invite à aller voir sur le site tous les lauréats. On en a 2 sur le plateau avec Devoteam et Verbaudet et Carrefour. Le grand, Et on voit la personnalité de l'année, c'est Laurent Milchior, concurrent de Gémeaux, non? Et Tam, c'est de la lingerie. Il y a un peu de lingerie chez Gémeaux, mais... C'est un ami. Est-ce qu'il a mérité ce prix? Ah oui, Etam est une marque bien innovante. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi? C'est les modèles? C'est l'innovation. Endiz est beaucoup sur l'IA. Ils sont sur plusieurs sujets. Et Carrefour a été primé aussi. Carrefour a été primé pour, on en parlera tout à l'heure, le chatbot Hopla et Verbaudet Devoteam pour le projet Darwin. Beaucoup d'IA sur ce cru et beaucoup de recherche d'efficacité aussi dans les différents produits. Et donc ça, on peut revivre en lisant le média, tout le palmarès. Exactement, excellent article de Dalila Boisiz, notre rédactrice en chef. Deuxième sujet, Thierry Cotillard. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi Thierry ce Cotillard, on le voit partout dans les médias. Alors, il était inconnu du grand public il y a un an et demi. Là, aujourd'hui, pourquoi? Alors Thierry a toujours été très bon en communication. Avant, il était à la tête du pôle Intermarché et maintenant, il a pris une nouvelle ampleur au sein du groupement puisqu'il est à la tête de la Société des Mousquetaires. Donc, il y a plus de 4000 points de vente, plusieurs pays et il ouvre une nouvelle ère au sein du groupement. Nicolas Safi, c'est un bon manager, c'est un concurrent certes, mais
Un concurrent, je ne le connais pas personnellement, je lui souhaite plein de succès. Et évidemment, on est tous chez Carrefour ravis d'Alexandre Bompard et pas de Thierry Cotillard. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour être un bon patron dans la grande distribution? C'est quoi les valeurs qu'il faut? Moi, j'ai besoin en tout cas d'avoir une vision de ce que je dois faire. Enfin, j'ai besoin d'être accompagné, d'être encouragé dans une vision innovante. Et Mathieu Hamel, il a une vision innovante alors, chez Verbaudet? Ouais. Il nous pousse et il nous laisse, il nous bride pas non plus, donc il nous laisse trouver le bon chemin, mais voilà, il a cette vision. Oui, bien sûr. Il paye bien ses fournisseurs, je suppose. Oui. Non. Ils sont durs de les faire, ils sont exigeants de les faire. D'accord. Et ils reconnaissent quand on bosse bien, ce qui n'est pas toujours le cas. D'accord. Le cas de Verbaudet aussi, bien entendu, mais ils sont très innovants et c'est presque un privilège de bosser pour Carrefour quand même. Vu l'innovation et surtout dans la data, bien entendu, tout ce qui se passe, on est plutôt fiers. C'est un phénomène récent, c'est qu'on en voit de plus en plus des grands patrons de la distribution. Avant, on en voyait que Michel-Édouard Leclerc, maintenant, on voit les autres. Il y a un côté manager. Ils ont compris. Ils incarnent leur mission, c'est important, je pense, pour les valeurs de l'entreprise maintenant, particulièrement. Alors. Et d'où l'importance d'avoir un patron. Donc, lisez bien cet article qui était fort intéressant. Troisième sujet, c'est alors le mercato. Il y a eu des mecs qui se sont fait lourder carrément. Pourquoi? Il y a eu des promotions, il y a eu des changements de tête, des changements de stratégie, on va dire, avec des résultats parfois pas là. Donc on en a retenu 3 qui ne sont pas forcément pour des logiques de stratégie, mais à retenir dans les marquantes du mois dernier. On a Thomas Bourré qui va prendre la direction générale du groupe ADO, maison mère de Leroy Merlin. On a Nicolas Debré qui arrive à la tête de Nocibé, donc dans la beauté. Et enfin, Guillaume Le Souhait qui est directeur exécutif marketing de Maison du Monde depuis. Alors Renan, on est comme dans le foot, quoi. En fait, tous les ans, ça tourne. Et c'est une bonne chose pour le retail? Nous, on a une nouvelle directrice du responsable du développement durable, D'accord. Delphine Lebac qui vient d'arriver et qui donne aussi une nouvelle stratégie. Oui, c'est bien perçu par les équipes? C'est très bien perçu, on faisait déjà plein de choses, on n'a pas attendu Delphine pour le faire, mais ça donne un nouveau souffle aussi à la dynamique de l'entreprise. Et donc ça va se poursuivre, les mercatos. Ils prennent des primes au passage ou pas? Écoute, je leur souhaite, je m'inquiète pas pour eux, je doute pas, mais l'avantage, effectivement, ça va impulser des nouvelles dynamiques, des nouvelles choses, et ça, c'est toujours intéressant. Alors, autre sujet que tu as sélectionné, Lidl et le e-commerce. J'avais l'impression que Lidl était déjà sur le e-commerce, pas du tout. Eh bien, pas du tout, Marc. Aussi étonnant que ça puisse paraître, ils étaient très forts sur le trafic de leur site, parce qu'ils présentaient notamment les catalogues, ils ont une stratégie de sortie de produits non alimentaires toutes les semaines qui sont vraiment événementialisées. Et donc là, ils ont fait depuis 6 mois en e-commerce et ils ont fait carton plein. Nicolas, comment tu décris ce succès? Partir de zéro, c'est pas un avantage dans l'e-commerce parce que c'est une compétence, c'est un métier, c'est des façons de faire qui s'apprennent pas, et qui s'apprennent et qui ne s'inventent pas, pardon. Et donc, nous, on fait du e-commerce depuis des années et on est toujours en train de chercher le moindre petit centime d'économie sur notre chaîne de coûts. Et ça, c'est pas quelque chose qui s'invente du jour au lendemain. D'accord, la data, ça... Oui, la data sur l'offre surtout. Je crois, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont des offres exclusives qui ne se trouvent pas forcément en magasin. Et donc, il n'y a pas de compétition. On est en 2023, l'omnicanalité, on pourra en parler peut-être, mais il y a encore clairement un peu de compétition, web, magasin, etc. Et là, on trouve des offres exclusives sur le web, ce qui renforce, je crois, d'ailleurs, la fidélité des clients qui sont... Super intéressant. Clotilde? Effectivement, sur l'e-commerce, ils ont été bons. Après, il y a un autre sujet e-commerce dont je voulais parler, Marc. C'est Marionneau. Aussi. Voilà, Marionneau et sa plateforme de contenu. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Plateforme de contenu, c'est-à-dire... Ce qui est intéressant, c'est que ils ont valorisé déjà tout le conseil des vendeuses en magasin, qu'ils ont digitalisé, numérisé. Mais surtout, ils utilisent ces informations pour travailler l'expérience post-achat. C'est-à-dire que si vous avez acheté une crème, par exemple, vous allez recevoir de façon automatisée et industrialisée le petit tuto qui vous explique comment bien l'utiliser, va vous pousser le produit peut-être complémentaire. Et donc, c'est vraiment, on est sur ce travailler la relation. Donc, on en parlera après avec Vanessa, mais c'est intéressant. Donc, Vanessa, un beau succès, ça, Marionneau? C'est un beau succès. Je pense qu'il faut réussir à garder le contact avec nos clients une fois qu'ils sont sortis de nos magasins. Ouais. Et donc, un contenu personnalisé qui est fonction des achats, ça ne peut que marcher. Garder le contact avec ses clients après le magasin. La réussite de Leroy, ça, je crois. Les vidéos pour apprendre à utiliser un outil, une perceuse, etc., etc. Un beau succès pour Marionneau, mais aussi des nouveaux concepts qui arrivent. Exactement, donc un dernier sujet à éclairer du mois dernier. On a plein de nouveaux concepts qui sont sortis, donc je ne sais pas si vous les avez visités, mais ils sont vraiment à aller voir. On en a retenu 3. Kiabi, qui a eu la particularité de créer un pôle service au centre du magasin avec de la réparation qui est assez intéressant, donc qui est à Valenciennes. On a Sephora sur les Champs-Élysées. C'est le premier magasin Europe pour Sephora qui s'est refait une beauté et qui a une expérience client assez sympa. Et enfin, plus petit dans une autre approche, Célio Chamonix, c'est un pop-up store
pour valoriser une nouvelle marque un peu premium sur le ski. Qu'est-ce que tu observes, toi, comme tendance? Non, effectivement, je rejoins tout à fait ce que dit Vanessa. Il faut que le client ait une bonne raison de venir en magasin et donc l'animation du magasin, le changement de format, l'évolution de son format, recrée de la curiosité chez le consommateur et l'amène à revenir. Sur le web. Je préfère quand il n'y a pas d'expérience en magasin, comme ça, ils préfèrent venir sur le web. D'accord, mais il y a quand même des magasins vers Baudet. Il y en a encore, il y en a quelques-uns, ouais. C'est-à-dire que vous allez les virer? Non, on va les 71, 61. vous avez noté. Dernière info, bilan du commerce par Fact qui annonce des chiffres qui me paraissent... Alors, on parle de retail qui se casse la figure, mais il y a quand même 89 milliards. Exactement, ça c'est le poids du commerce en France. Oui. Par rapport à 2022. Alors, j'ai pas 2022, Marc, mais j'ai par rapport à 2006, ça fait plus 25%. D'accord. Ça représente 3 millions d'emplois. C'est conjoncturel ou c'est structurel? Ça va durer? C'est une embellie ou ces chiffres vont se consolider dans l'avenir? C'est compliqué de prévoir l'avenir. Quand on voit 2023, le profil de la consommation en 2023, c'est bien malin celui qui pourra prédire proprement 2024 et les années suivantes. C'est vrai que 2024 en plus ça va être une année un peu particulière avec les JO en plus qui vont un peu rythmer l'année, tant en préparation en première partie d'année. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le retail. Ça, les JO, on peut se dire que ça devrait, si tout le monde est prêt sur les paiements internationaux. Merci Clotilde pour cette revue de presse et on va accueillir maintenant Vanessa sur le fauteuil de la reine. Alors j'étais très intéressé d'interroger Vanessa Gignoux qui est la directrice e-commerce et omnicanal de Gémeaux. Ça fait beaucoup pour une seule femme ça. E-commerce, omnicanal. Très bien entouré, j'ai une très belle équipe. Une équipe de combien de personnes? On est une trentaine. Une trentaine? Sur le digital pour le groupe Alors Erasmus. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ton équipe? Il y a quel profil, quelles compétences? Alors on a l'acquisition. Ouais. Notre premier rôle, c'est d'être la première vitrine de la marque. Donc c'est des gens qui sont là, qui chassent, c'est ça? Ils pêchent. D'accord. Parce que chasser, ça tue. Ok. Ils pêchent, on les fait venir Acquisition en pour tous les magasin. nouveaux clients. Acquisition et du coup aussi fidélisation D'accord. pour faire revenir nos clients en magasin sur le web. On a la partie produit, parce qu'on a quand même 13 000 références sur l'année. Valorisation de tous ces produits avec un studio en interne où on valorise nos collections. Et pas d'IA, pas de data dans tout ça? On a de l'IA. Alors la data, évidemment, on a un peu de data. Et l'IA, on s'y intéresse et pour l'instant, on teste. On n'est pas encore en déploiement aussi important. On n'a peut-être pas la même taille d'équipe non plus. Mais c'est évidemment des choses qu'on regarde. Alors, tu es venu nous parler, sous les conseils de Clotilde ici présente, d'un programme de fidélité exceptionnel. Alors moi, on m'a toujours dit que la feed, c'était mort, que les programmes de feed ne se renouvelaient pas. C'était avant celui de Gémeaux. que les internautes, que les consommateurs étaient extrêmement volatiles, ils n'étaient absolument pas fidèles à une marque. Alors, comment s'est passée cette construction que vous avez réalisée, il me semble, avec vos clients? Justement, on est déjà allé les voir. Donc nous, on avait déjà un programme de fidélité qui avait presque une dizaine d'années et on avait plus de 3 millions de membres actifs. D'accord. Mais avant de révolutionner ce programme, on s'est dit, il faut quand même pas se planter. Donc on va aller leur demander ce qu'ils aiment chez nous, ce qu'ils aiment ailleurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce qu'ils aimaient, c'était la proximité, la facilité. On retrouve ça partout. Ils aimaient Verbaudet aussi. Ou en tout cas, je ne l'ai pas entendu. Non, mais la proximité, chez Carrefour, il pourrait dire la même chose. Oui, mais du coup, c'est pas le même type d'enseigne. D'accord. Et, par contre, ce qu'ils voulaient, c'est être plus reconnus par rapport à leur expérience et ce qu'ils étaient prêts à donner à Gémeaux. Donc jusqu'à présent, on avait un programme de fidélité qui récompensait les passages en caisse. D'accord. Au bout de 3 passages, on avait moins 15% sur l'achat suivant. Sauf que si j'avais fait 3 fois 10 € ou 3 fois 100 €, j'avais le même avantage. D'accord. Donc ils voulaient cette notion aussi un petit peu de statut en fonction de ce qu'ils achètent ou pas. Et l'autre point qu'ils nous disaient, c'est qu'ils ne voulaient pas qu'on récompense uniquement les passages en caisse et l'argent. Ils voulaient qu'ils soient récompensés pour ce qu'ils pouvaient partager avec la marque. Les commentaires là chez Verbaudet, tu trouves ça intelligent, En tout cas, c'est la bonne démarche. Oui. On repart de ses clientes pour construire quelque chose de nouveau, ça c'est évident. Une fois qu'on a dit ça. Une fois qu'on a dit ça, il faut écouter, il faut avoir l'écoute active. Après, les clientes ne décident pas tout, parce que sinon c'est trop facile. Si on demande aux clientes ce qu'elles veulent, elles vont te faire un catalogue. Mais nous, chez Gémeaux, on le fait. Oui, mais que les clients, à un moment donné, il faut aussi qu'on ait... Ça n'apporte pas forcément d'innovation, c'est ce qu'on dit toujours. C'est ça. Parce que j'ai retenu la création de liens avec chaque personne. Exactement. Jusqu'à présent, on n'était que sur du transactionnel. Donc, tu achetais, tu avais un avantage et tu avais juste un avantage financier. Là, aujourd'hui, on rétribue vraiment tout ce que le client est prêt à donner avec la marque. Il y a un point qui est très important et qui intéresse aussi la notion de data,
c'est la connaissance client. D'accord. Donc, si tu me dis que tu as des enfants, on enrichit aussi beaucoup, on est sur une famille élargie. En général, c'était la femme, parce que c'est surtout nous les femmes qui sont dans des programmes de feed. Elle renseignait ses enfants. Ben là, on peut renseigner son mari, sa mère, sa tante. C'est vraiment un programme C'est familial. pas trop intrusif, ça, Le client donne ce qu'il veut. Nicolas? Non, le client donne ce qu'il veut. Ouais. La loi, de toute façon, impose qu'il fasse un opt-in, donc il accepte l'utilisation de ces données. Nous, chez Carrefour, sur le programme de feed, ce qui est un peu particulier quand on a demandé à nos clients, c'est qu'ils voulaient que, parmi les plusieurs expériences, ils aient un seul programme de feed. Donc, typiquement, pas un programme de feed pour les magasins, pas un programme de feed pour Carrefour Traiteur et pour le e-commerce, mais un seul qui soit cohérent. Je parle aux professionnels de la data, donner ces données, ces informations, etc. J'ai l'impression que les gens, ils font un peu machine arrière aujourd'hui. On le fait tous les jours. Ouais. Qui n'a pas Facebook ou TikTok sur son téléphone portable? Oui. Oh, mais là, j'ai TikTok. Ah, moi, J'ai d'accord. C'est mes filles qui l'ont mis. Mais Mais ça, quand on parle de donner ces données, on est assez conscient quand même sur ce qui se passe quand on a des applications comme ça installées. on ne peut pas les donner à tout le monde. Mais non, on les donne à TikTok. Ouais. Mais étonnamment, quand on est Et là, on avec parle une pas de enseigne, TikTok, on parle de Gémeaux, là. bien sûr, quand on est avec une enseigne, on peut être un petit peu plus réticent de donner un numéro de téléphone, etc. Ouais. Et ce qui est important, c'est de savoir pourquoi. Oui. C'est tout simplement pourquoi. C'est ça, on est vraiment dans l'accompagnement et aussi dans la gratification. Si tu es opt-in SMS, si tu es opt-in email, tu as des avantages. Si jamais tu télécharges ta carte dans ton wallet, tu as des avantages supplémentaires. On a aussi des services qui sont associés. Donc, par exemple, si une femme renseigne le fait qu'elle soit enceinte, donc forcément, il faut des preuves aussi parce que la fraude au programme de feed peut exister. Mais du coup, ça lui donne des avantages de se faire livrer gratuitement, par exemple. En résumé, qu'est-ce qu'il y a de plus? Oui. Comment elle prouve qu'elle est enceinte? Il y a un certificat de grossesse. Ah, il faut qu'elle envoie le certificat. Alors, c'est fait en magasin, parce que je pense qu'on n'envoie pas toutes ces données comme ça. On envoie son certificat médical. Non, on ne garde aucune trace, juste elle montre et après. Et ça, il n'y a pas une loi là, sur la data qui concerne la santé, tout ça? On montre un certificat. Et non, nous, on dit qu'elle est enceinte, on note pas quand est-ce qu'elle est enceinte, quand est-ce qu'elle accouche, et on va pas faire la personnelle. Fatalement. Effectivement. Et là où le programme est différent, c'est que justement, on laisse le choix de la façon de collecter. On gratifie pas que le transactionnel, mais si je donne un avis ou ce genre de choses, on collecte des points. Et par contre, on est libre d'utiliser ces avantages comme on veut. Donc, soit évidemment, il y a les bons cadeaux classiquement. On n'a plus 3 mois pour l'utiliser. Cagnotte. Voilà, des cagnottes, on peut les garder 2 ans. Ce matin, j'ai écouté sur la LCI ou je sais pas, qu'il y avait des hackers qui piquaient les cagnottes des programmes de feed. C'est un sujet, c'est un danger chez vous ou pas? Alors nous, on a une IT qui est très très vigilante sur les aspects sécurité. D'accord. Donc on est très vigilant sur ces points-là. D'accord. Renan, en commentaire. Qu'est-ce qu'il a de nouveau finalement ce programme? Alors j'ai retenu personnalisation. C'est pas fini. La relation, on est en cours. L'autre avantage, un des autres avantages, c'est que soit on peut faire don de ces produits, de ces points, à des associations. Je peux les donner des points aussi à mon ami ou à ma mère, parce que je sens qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué pour elle. Vraiment ça? Oui, alors déjà c'était dans les attentes des clients, et effectivement les dons pour les associations sont assez représentés. Ou alors, et encore une fois je raccroche à ce que j'ai dit au début, donc nous on est une enseigne vraiment orientée vers la famille, et l'objectif c'était aussi d'offrir autre chose, d'être différenciant, et donc nos clients peuvent avoir des expériences familiales à partager avec leurs enfants. Donc on a une association avec l'associé de la SOGEC, et on a plus de 3000 activités à partager en famille qui sont offertes à partir de 100 points. Donc 100 points, 100 €, ça reste assez accessible, et on peut aller faire un cours d'acrobranche, un cours de yoga, aller au cinéma à côté. Merci Vanessa Gignoux pour ce témoignage qui nous a embarqués. Alors Clotilde, est-ce que l'hyper-personnalisation des sites internet permet justement de fidéliser les clients? Oui, et c'est même le futur de l'e-commerce, Marc, et quelque chose qui va devenir, maintenant est vraiment le must, mais ça va devenir le basique dans le futur. Alors ça a été le projet développé par Cédric Pakowski, qui est patron de l'intelligence chez Verbaudet, c'est ça? L'intelligence data, ouais. C'est vachement prétentieux ça comme titre. Non, c'est pas mal, je trouve. Ça peut Tu fais ça depuis combien de temps? Alors, je fais ça depuis toujours. Donc, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans l'intelligence data depuis toujours. Ouais. Incroyable. Alors, tu t'es associé avec Devoteam. Pourquoi eux? Il y en a plein de gens qui font la data. Parce qu'ils ne voulaient pas faire le projet avec nous. Ouais. Donc, on a démarré l'histoire. Pourquoi tu ne voulais pas? Je trouvais complètement dingue le projet pour une enseigne de la taille de Verbaudet. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent aller sur la Lune comme ça, alors que les beaucoup plus grands n'y arrivent pas, ont du mal, rament un petit peu, etc. Je trouvais ça un peu trop ambitieux. On ne se connaissait pas forcément. Ouais.
Et puis on s'est rencontrés une journée, et là on s'est dit non, là ils ont vraiment un truc. Ouais. Donc on Vous êtes vus autour Coup de foudre. pas bien arrosé. Coup de foudre. Non, une journée entière quand même. Une journée entière quand même. Ouais, c'est vraiment un coup. Et là, vous êtes mis à bosser. Ouais. Alors, vous avez bossé comment? Bon, on a bossé comme des fous, mais on s'est... L'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était effectivement de construire une Customer Data Platform qui nous permettrait... Pour les Français. Alors, donc une plateforme de données, on centralise toute la donnée client, on crée de l'intelligence avec tout ce que les clientes nous donnent comme data ou comme information. Un peu ce qu'a fait Gémeaux, mais un cran quand même au-dessus. Un cran au-dessus. Un cran au-dessus. Non, c'est bien, j'aime bien cette émulation. Voilà, un cran au-dessus. Et voilà, on s'était donné un challenge de faire le projet en 3 mois, de rentabiliser le projet au bout des 3 mois, et ça a été chose faite. Donc le but du jeu, c'était l'hyper-personnalisation. Donc on arrive sur le site de Verbaudet, qu'est-ce qui se passe? On arrive sur le site, on reçoit des emails, on ouvre des emails, et à chaque on ouvre des emails. On reçoit des emails, on les ouvre pas. D'accord. Mais en tout cas, à chaque point de contact, que ce soit email, que ce soit SMS, que ce soit site, que ce soit magasin, c'est le même client. C'est la même cliente qui a droit à des promotions, qui n'a pas droit à des promotions, qui sait, qui ne le sait pas. D'accord. Donc, on va personnaliser à chaque fois qu'il y a un contact avec une cliente, l'information à laquelle elle a droit, la promotion à laquelle elle a droit. Et ça marche à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à faire? Parce que alors, ce qu'il faut, c'est avoir une base qui est centralisée. Il faut avoir des équipes aussi compétentes sur l'IA. Des spécialistes de la data, des spécialistes de l'IA. Data scientists. Tu les trouves où? Parce que on les trouve... faut les payer très cher en plus. Non, on les trouve un peu partout. Ils sont plutôt chers. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, t'as des data scientists chez toi? Lui, c'est le big boss des data scientists. Donc, c'est ça. Il est très cher. Moi, je fais très cher. C'est très cher. D'accord. Donc voilà, il faut une équipe de snipers. Voilà, ils ont identifié la cliente. Une fois qu'ils l'ont, boum, on va lui faire dépenser le maximum chez Verbaudet. C'est pas très éthique, ça, si? Oui et non. En fait, on leur permet en tout cas d'avoir les meilleurs plans sur le marché pour équiper leur enfant. Donc, en fait, non. Je pense c'est éthique, ça, d'harceler un peu la ménagère. Le tout est de faire sans qu'elle s'en rende compte. C'est finalement ce qui est fait dans le retail. Et ce qui est intéressant, alors le projet s'appelait Darwin pour le côté personnalisation. J'avais toujours trouvé ça un petit peu drôle, les noms de projets IT. Et donc en 6 mois, ils ont tenu les délais et 285 cas d'usage possibles avec cette transformation. D'accord. C'est une révolution. Derrière le travail de folie. Qu'est-ce qu'il y a de... Alors, c'est une vraie révolution parce qu'on a démarré le projet en séquestrant 70 personnes de l'entreprise. En séquestrant? On les a séquestrés pendant 2 jours. Ouais. Et on leur a dit, on réécrit tous les parcours clients chez Verbaudet. D'accord. Et donc, on est sorti de là avec 285 use cases. Donc, on avait notre roadmap. Donne-moi des exemples de cas d'usage. Alors, je vais te donner, par exemple, nous, on travaille systématiquement avec 7 personas. Donc, c'est-à-dire que si tu es une future maman primipare, c'est-à-dire que tu n'as jamais eu d'enfant, une future maman qui a déjà eu des enfants, des grands-parents, des acheteurs cadeaux, des parents avec que des bébés, des parents avec que des ados. Rien qu'on part de ce postulat-là simplement pour définir notre stratégie. Voilà, on se met à leur place et on définit à un moment donné quels vont être leurs besoins et quels vont être les produits les plus en lien avec leurs besoins du moment. D'accord, donc ça j'ai compris, mais alors après la data, elle arrive où? Ce qui se passe, c'est que quand je suis une future maman, j'ai le temps, probablement. En plus, quand j'ai pas d'enfant, donc j'ai le temps de m'informer, de regarder ce que je veux. Quand je viens d'avoir un enfant, que j'ai déjà 1 ou 2, j'ai un peu moins le temps concrètement quand je veux faire un achat, etc. Donc les pages, les parcours ne sont pas forcément les mêmes. Les promotions, la sensibilité aux promotions ne sont pas forcément les mêmes. Pour son premier enfant, on veut tout faire bien, on a peut-être un petit peu plus du budget, etc. On est un peu plus sensible à la promotion pour la suite. Donc c'est tout ça qu'on ne peut pas parler à 2 clientes de la même manière. Le persona, c'est qu'un critère, mais j'ai 20 000 critères pour chacune de mes clientes. Donc aujourd'hui, on a créé 20 000 critères qui me permettent de dire, je sais que cette cliente-là, elle est appétente à la RSE, donc au développement durable, et donc je vais lui proposer plutôt du bio que du produit non bio. Celle-là est plutôt appétente à la promo, donc je sais que celle-là, je vais devoir être un peu plus généreux pour aller la convertir. Vanessa, ça te fait rêver ça ou... Alors, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu as envie de... Je regarde beaucoup le site Verbaudet, parce que étant maman moi-même, et du coup forcément c'est un site que je regarde dans des concurrences, ils sont très innovants. Ce qui me plaît, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'expérience que je vais faire vivre et le côté personnalisation. Il y a plein de sites, on reçoit des tonnes de newsletters de tous les annonceurs. On est bombardés. Je pense que l'objectif, c'est déjà même l'expérience sur le site, mais même en amont, qui est-ce que je vais toucher, avec quel message, via quel canal. Ouais, Nicolas, c'est ça. L'enjeu, c'est d'être dans la finesse quand même. Il y a un objectif de ROI, c'est clair, c'est clairement affiché, de service. Mais est-ce que l'intelligence artificielle va être capable de décerner
ce qui est trop, ce qui est pas assez. Alors, je ne sais même pas si c'est de l'intelligence artificielle, on est même un cran avant, mais effectivement, l'enjeu, c'est de... On est encore un cran... Ah bon. Enfin, avant, c'est qu'il n'y a pas besoin de l'intelligence artificielle pour Carbonnier et Carrefour, c'est... que ce soit personnalisé, mais effectivement, c'est un enjeu. Tout à l'heure, on parlait de harcèlement. L'enjeu, c'est pas le nombre de communications qu'on reçoit, c'est est-ce qu'elle est pertinente, est-ce que j'ai une pub pour les croquettes de chien alors que j'ai pas de chien, etc., etc. Et donc, c'est vraiment l'art de la pression marketing, de bien la gérer. T'as des critiques là-dessus, Cédric, de consommateurs qui disent arrêtez avec vos mails et tout? Non. Entre nous, là. Vraiment, ça m'a étonné parce qu'effectivement, on a une pression commerciale extrêmement forte, mais le besoin numéro 1, c'est surtout pas passer à côté d'un bon plan. Oui. Donc, même, un truc bête, mais on avait des emails dans lesquels on avait un compteur. Par exemple, tu as droit à 10% jusque ce soir minuit. Et le fait dans ton email d'avoir un compteur, un contour qui arrive à 0 à la fin, bah même ça, moi, quand je suis arrivé chez Verbaudet, je me dis, c'est quand même, c'est agressif comme démarche. Et en fait, étonnamment, dans des tables rondes que j'ai pu faire aussi avec des clientes, elles m'ont dit, bah non, c'est canon. Moi, comme ça, je suis sûr de ne pas passer à côté de l'offre. Ronan, c'est une tendance forte, ça? Ouais, je pense qu'effectivement, les clients détestent perdre leur temps. Et en fait, toute cette dynamique de personnalisation, elle permet quand même de rendre une expérience où, en tant que consommateur, on perd plus notre temps. Et quand c'est bien fait, c'est vraiment, moi, je trouve assez extraordinaire. C'est pas générationnel, c'est pas uniquement pour les jeunes mamans, ceux qui ont 60 balais et compagnie sont je sais pas. Tenir compte. Même les personnes de 60 ans vont en magasin et ils veulent savoir quelle est la bonne promo qui va leur correspondre. D'accord. Ok. L'opération qui a le plus marché, qui a dépassé tes espérances, une promo que tu as poussée sur certains clients? Alors, ce n'est pas une promo, c'est un cas d'usage qui a rentabilisé le coût du projet. Donc, c'est un use case qui est simple. C'est qu'est-ce qui a tout rentabilisé, Marc? Je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment ça en IT. Il y en a 200. Oui, on va parler. C'est un peu On va parler de chiffres. Donc, j'en ai qu'un. Celui-là, en tout cas, il a cartonné. C'est tout simplement, j'ai 400 ciblages par jour de campagne marketing qui partent tous les jours. Donc, je fais 400 ciblages et les taux d'ouverture de nos emails, tu les connais. Tu ouvres un email sans doute sur 10 que tu reçois. Donc, potentiellement, dans les 9 que tu n'as pas ouverts, tu as une offre commerciale auquel tu ne sais même pas que tu avais droit. Et notre objectif à nous, c'était de personnaliser sur toutes les pages du site quand tu arrives, c'est d'avoir la promo auquel tu as droit et tu n'avais même pas connaissance. Donc, c'est garantir qu'aucune de nos clientes ne passe à côté de leur offre qui leur est réservée quand elles arrivent sur le site. Et ça, c'est grâce à Devoteam? En l'occurrence, on l'a construit ensemble, la capacité de récupérer la donnée, de le savoir et surtout de la diffuser, de pouvoir l'utiliser. Enfin, de la pousser à la bonne personne. À tous les endroits. Alors, se lancer dans une démarche comme ça fait rêver tout le monde. Il faut mettre combien d'argent sur la table? Elle est entre nous, là, on est entre nous. Pas grand-chose. On met combien? 1 million d'euros, 2 millions, 100 000? C'est carrément moins. 100 000 euros? Un demi-million. Ouais, un demi-million. Le chiffre a été communiqué, donc effectivement, on est sur un projet qui a coûté 500 000. Et on est sûr d'avoir du ROI avec ça. Ah bah moi, j'ai les 5 étoiles sur le maillot. Hein. C'est le Brésil. Hein, donc c'est archi rentable du projet. C'est archi rentabilisé. Le deal qu'on a passé ensemble, c'était de rentabiliser le projet sur la première année. Ça a été fait en quelques mois, je crois. De loin. Mais c'est ça qui est, c'est l'essence même de la data. La data, c'est formidable, c'est passionnant, on en parle tous les jours. On est quand même là pour faire un peu plus de business. On est dans le retail, on est là pour faire du pognon, comme tu dis. Et c'est pas mal de faire de l'argent. Et quand on arrive à faire ça en quelques mois à peine, bah ça fait que tous les use cases derrière ils seront pareils. Bravo, messieurs. Et si on le fait, c'est qu'on a satisfait nos clientes. Bravo à donc Cédric Pakowski et Laurent Le Tourmy pour cet exploit. Et on va continuer avec le paiement, parce que sans paiement... Déjà c'est pleurer. Voilà, maintenant nous avons la chance, l'honneur de recevoir sur ce plateau, sur la chaise du roi, le roi Ronan Aulagnier de PayPal. Alors PayPal, c'est le leader dans les paiements, non? Oui, effectivement, PayPal, c'est presque 430 millions de consommateurs dans le monde, 14 millions d'actifs en France. Incroyable. Ce qui représente un chiffre d'affaires de... un peu plus de... On n'est pas loin des 25 milliards de chiffre d'affaires. 25 milliards, un résultat exceptionnel. Un résultat satisfaisant. Qui est publié dans les effectivement, on est coté en bourse, donc tout est disponible pour ceux que ça intéresse, directement sur notre site investisseur. D'accord. Donc tu es au centre de tout, quoi. Le paiement, on a beau faire de la data, faire venir les gens, les fidéliser, etc. S'ils ont une mauvaise expérience de paiement, on est obligé de tout recommencer. C'est ça, on est un petit peu
à la fin d'un grand processus, et comme on l'a entendu dans les excellents projets de Gémeaux et de Verbaudet, on arrive vraiment à la fin d'un process. Et effectivement, cette étape-là, elle doit être la plus fluide possible, la plus indolore possible pour les consommateurs, parce que tout cet investissement marketing fait par les enseignes pour faire venir les clients, leur proposer leurs produits de la meilleure façon possible, on a une certaine responsabilité effectivement d'assurer une expérience qui soit la plus exceptionnelle et du coup la plus performante possible, évidemment. Les nouvelles tendances dans le paiement, en Chine, dans les magasins, on ne paye pas comme en France. Comment ça se fait déjà? Ils payent avec leur smartphone et ils se baladent, ils sont vachement plus mobiles. Avec les smartphones en France aussi. Hein. Ouais, mais c'est pas tout le monde. Carrefour était Non, le premier à avoir C'est une été minorité. Ça vient? C'est un problème de génération. Ouais, alors effectivement, le sujet du paiement, c'est un sujet qui est assez fragmenté finalement par grande région. On a l'Asie, comme tu le mentionnes, où effectivement l'Asie, le QR code est vraiment très fort. L'Afrique, pardon, on est vraiment sur de l'échange d'argent de mobile à mobile. Donc là, il n'y a même pas de QR code, il n'y a pas de support physique. On a les US qui ont découvert la carte bien après l'Europe, parce qu'il faut quand même rappeler que dans les années 80, la France a créé la carte à puce, et donc on a été le premier marché de carte bancaire dans le monde. Voilà, il y a vraiment des expériences qui sont différentes selon les pays. Et ce qu'on voit effectivement depuis de nombreuses années, pareil, la France a régulièrement été en pointe sur ce sujet-là, c'est l'avènement du paiement en plusieurs fois, qui est un moyen pour les retailers de stimuler le consommateur et de le rassurer dans sa capacité à acheter. Et c'est effectivement quelque chose qui a fortement accéléré ces dernières années. Mais bon, en même temps, il ne faut pas s'endetter, il faut rentrer quand même dans des cadres qui est quand même très suivis par la réglementation. Exactement, donc c'est une activité qui est très réglementée. PayPal est un établissement financier réglementé, et donc à ce titre-là, on a effectivement de nombreuses obligations. Et nous, on a voulu faire du paiement en plusieurs fois de façon extrêmement sécure pour nos consommateurs. L'idée, c'est pas d'offrir du paiement en plusieurs fois à tout le monde, l'idée est vraiment de l'offrir à des consommateurs qui peuvent se le permettre et de l'utiliser vraiment comme une facilité finalement pour eux dans leurs achats au quotidien. Alors, Clotilde, elle a identifié une innovation chez eux, c'est le paiement en plusieurs fois. Voilà. On se sert dans le magasin, on se tire et on paye en plusieurs fois, et ça fait un carton chez les jeunes. Je caricature un peu. Ouais, le Buy Now, Pay Later, qui est effectivement ce qui marche bien, notamment auprès de la Gen Z, qui a ce côté un peu hédoniste, je veux mon produit mais je l'achèterai plus tard. Tu as souligné la problématique de ne pas être dans le surendettement non plus, parce que techniquement, il y a un petit changement par rapport à du crédit long, du crédit court, il y a des différences. Et ça a explosé parce qu'on est sur on n'est pas sur du crédit long. Et il y a une prouesse technique derrière, et il y a plein d'acteurs sur le marché aussi. Mais c'est quoi la prouesse technique? J'arrive pas en fait, la prouesse technique, en tout cas dans notre approche, elle est... Tu peux nous rappeler le contexte? Donc ça marche vachement bien chez les jeunes. Ils vont chez Carrefour, par exemple. Alors, surtout, mais plutôt sur la partie non alimentaire de Carrefour, parce que le paiement plusieurs fois dans l'alimentaire, c'est chez Gémeaux, compliqué. Ils peuvent bien sûr aller chez Gémeaux, ils peuvent aussi aller chez Verbaudet. C'est à partir des petits paniers. D'accord. Exactement, donc nous on l'offre entre 30 et 2000 euros, à moins pas plus. Et en fait, on a maximisé notre connaissance de ces clients, toute la data qu'on a sur ces clients, pour du coup rendre une prééligibilité de l'ensemble de ces clients. Donc seuls les clients qui sont éligibles... Alors, c'est pas qu'il y en a des bons et des mauvais, c'est beaucoup plus fin que ça. C'est que finalement, chaque client a un montant disponible dans son app PayPal. L'ensemble des clients PayPal aujourd'hui peuvent le voir dans leur app. Et ça permet à chaque client finalement de gérer de façon secure son engagement de dépenses dans ses courses du quotidien. D'accord, c'est une bonne innovation, ça. C'est chez Verbaudet, tu t'en sers, ce genre de solution, pas vraiment? Oui, on peut payer avec PayPal sur le site, de Verbaudet. On a un grand acteur du paiement qui est là. Quel message tu as envie de leur faire? Moi, je lui poserais ça m'intéresserait une question. C'est est-ce que tu imagines court, moyen terme de payer, j'en sais rien, avec son empreinte demain, ou j'en sais rien, la rétine de ses yeux, plutôt que de sortir son téléphone? Alors, Nicolas, je pense, va commencer. Il a fait Demain, on va regarder un terminal, c'est ça, avec les yeux? Demain ou après-demain, je ne saurais pas dire, mais chez Carrefour, c'est une question qu'on s'est posée. La technologie, elle est prête en réalité. Du paiement biométrique, c'est pas un problème technologique. C'est un problème de... C'est quoi? C'est une technologie quoi? C'est technologie biométrique, que ce soit avec l'empreinte de la main, avec l'iris, avec le visage. La technique est là. Mais la technologie est prête, et depuis plusieurs années par ailleurs. Mais c'est un sujet de confiance que le client a, et de réassurance. Et on a beau lui expliquer que derrière, c'est Thales, c'est Gemalto, c'est PayPal et tous ces acteurs-là. Aujourd'hui, le client français, il n'a pas confiance. Donc, en tout cas, aujourd'hui, il n'est pas prêt.
Non, effectivement, et pour répondre à ta question, le vrai sujet en fait, pour vous, retailers, il est finalement, est-ce que ça permet de faire plus de ventes? Et on revient toujours à notre même sujet qui est comment j'arrive à maximiser des ventes. Et aujourd'hui, on voit que c'est un fort accélérateur pour l'ensemble de nos commerçants. Prochaine. Oui. Ça permet à nos clients qui, du coup, sont en période d'inflation de pouvoir aussi se permettre d'acheter des produits ou des services immédiatement plutôt que d'attendre après. Et d'échelonner, en sachant qu'en général, c'est des montants qui sont quand même assez raisonnables. La plupart des enseignes font ça sans frais. PayPal, c'est sans frais. Et autre que PayPal, ça reste sans frais. Donc ça rend les choses plus accessibles dans cette période contrainte. C'est exactement l'idée, c'est de permettre au consommateur d'être très flexible dans sa gestion de trésorerie. Okay. Il peut rembourser à tout moment, tout ou partie de son échéancier. Magasin ou sur site. Alors, PayPal, aujourd'hui, on est un acteur e-commerce. On a fait quelques expérimentations dans les magasins. On a réfléchi pas mal de choses. Pourquoi? C'est passé de marge? Le sujet du magasin, il y a une complexité technologique dans le magasin qui est encore différente finalement des sujets e-commerce avec des logiciels de caisse, des terminaux de paiement qui font que une expérience fluide sur ces sujets-là est un sujet qu'on travaille. Merci Ronan Olagnier pour toutes ces précisions, parce que sur le paiement, on a encore plein de questions qui restent et on va te suivre dans l'avenir. Avec grand plaisir. Et on va terminer dans quelques instants avec Nicolas Safi. Donc Nicolas Safis, directeur de l'innovation chez Carrefour. C'est quoi un directeur de l'innovation chez Carrefour? Il fait quoi? Tu fais quoi de tes journées? Alors, c'est surtout mes équipes. Hein. Mes équipes. Ça, c'est toute ton humilité, je te félicite. Mais quand même, il y a un patron. Il y a un patron, mais l'enjeu, c'est de construire une équipe. Et ce que mon équipe fait au quotidien, c'est d'essayer de détecter les tendances et d'essayer de faire en sorte que Carrefour s'en saisisse. L'exemple de l'intelligence artificielle, l'enjeu, c'est de s'en saisir le plus rapidement possible. Notre leitmotiv, c'est qu'il faut essayer pour comprendre. Alors Clotilde, ils ont été primés à la dernière nuit du commerce connecté. Tu peux nous rappeler le projet sur lequel on va l'interroger? Exactement. Alors il y a eu plein de projets, les équipes ont bien testé. Ils ont été primés pour le projet Hopla. Hopla, c'est l'IA générative au service du client. L'idée est que sur le site ou l'application, le site uniquement, je crois, tu vas pouvoir dire, voilà, j'ai des amis à manger, j'ai un budget de 30 € et j'ai 3 tomates dans le frigo, qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est-à-dire qu'on propose l'IA générative carrément consommateur de base. Exactement. Allez-y, promptez notre IA qu'on met à votre disposition. Voilà, alors il faut que ce soit en lien avec les courses du quotidien, donc, ou en tout cas ce qu'on peut faire sur Carrefour, mais l'idée, c'est un espèce d'assistant qui a toute la puissance de ChatGPT parce que derrière, c'est GPT-4, le modèle de ChatGPT. Et on peut lui poser toutes les questions sur le budget, sur une idée. Donc par exemple, j'invite 3 amis, j'ai 50 € de budget, j'aime bien les produits tropicaux. Il faut l'inviter, 50 € pour fois. Marc, il est généreux avec ses amis. C'est plutôt, on est 4 et on a 50 € de budget pour manger toute la semaine. Et donc là, effectivement, on propose des recettes. On peut affiner les recettes avec gluten, sans gluten, moins de viande, plus de viande. Et puis une fois que les recettes sont validées entre guillemets par le client, ça génère tous les produits. En un clic, c'est ajouté au panier. On a les 50 produits ajoutés en 5 secondes. Ça vous fait rêver, messieurs, non? Et chez Gémeaux, voilà, j'ai 20 balles, j'aimerais séduire mon copain. Quelle tenue je dois acheter? On a du personnel shopping en ligne, on a de l'essai virtuel pour essayer de se projeter, mais on n'en est pas jusqu'à... Alors, comment ça s'est mis en place? Moi, j'aimerais savoir comment avec ChatGPT, tu les as contactés. Il y a eu un contrat entre Carrefour et ChatGPT. On a travaillé avec Microsoft, qui est entre guillemets le distributeur de la technologie OpenAI. Alors, ça coûte combien ça? On paye à la requête, c'est quelques centimes à la requête, mais il n'y a pas de frais de branchement. D'accord, donc c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Même la version gratuite, on avait le choix de faire la version gratuite ou pas, mais c'est accessible à tout le monde. D'accord. L'enjeu qu'on a, c'est qu'on n'a pas pris ChatGPT pour le mettre sur Carrefour.fr. On a éduqué en le promptant. Éduquer, ce que ça veut dire, c'est que typiquement, quand vous demandez une recette de quiche à l'oignon, s'il faut une pincée de sel, il ne va pas vous ajouter du sel dans votre panier Carrefour.fr parce qu'il va considérer que vous l'avez déjà. Si vous demandez des légumes, par défaut, il va vous proposer des légumes de saison. Et c'est toutes ces règles, cette espèce d'expertise d'épicier que Carrefour a, qu'on a et qu'on a réussi à éduquer ChatGPT. Comment on l'a fait? On a pris 6 personnes, on les a séquestrées, pour reprendre le terme. Donc vous aimez bien ce mot-là. On est 6 personnes séquestrées 6 semaines. Le profil des 6 personnes, c'est quoi? Un chef de projet innovation, 2 personnes qui travaillaient sur Carrefour.fr, donc un espèce de profil produit, entre guillemets. Une personne marchandise, parce que c'est pas évident de savoir quels sont les légumes de saison, etc. Et 2 data scientists.
D'accord. Donc 6 personnes, 6 semaines dans une salle. Et le 9 juin dernier, on a sorti Hopla. Alors, il y a l'animateur pour ces 6 personnes. Ils travaillent comment avec l'IA générative? Alors, en l'occurrence, c'était la chef de projet innovation qui avait ce rôle d'orchestrateur. Mais très concrètement, on n'a pas voulu travailler en tunnel pendant 6 semaines. Et la facilité de l'outil et de la technologie, c'est qu'on est capable de faire des tests en 2 heures. On sent bien que tous les retailers s'y mettent. Moi, j'étais frappé la nuit du commerce connecté de voir que toutes les enseignes sont en train de s'y mettre. Alors, avec plus ou moins de succès ou de maturité sur le sujet. Comment tu vois, qu'est-ce qui te fait réagir dans ce que... Moi, je vois qu'il y a déjà beaucoup de choses du quotidien. Remplir une fiche produit, vérifier la qualité d'une fiche produit, mettre un descriptif de fiche produit en fonction de l'âge du consommateur. Est-ce que c'est un homme ou une femme? On ne lit pas les textes de la même manière, on n'est pas sensible aux mêmes choses. La traduction multilingue, bien entendu. Beaucoup de choses d'opérations manuelles ou qu'on ne pourrait pas faire parce qu'on n'a pas le temps, pas l'argent de le sous-traiter. On peut utiliser l'IA Gen avant d'aller sur ce qu'on appelle le multimodal. On va en parler. Cédric, c'est un changement de paradigme? C'est un changement profond. Nous, on a pris le pari de dire qu'on était en transformation d'entreprise et on fait une première promotion de 50 personnes chez nous qui vont être formées. Et les premiers métiers qui ont été choisis, c'est les stylistes et les modélistes. Okay. Donc quelqu'un qui fait du style et qui fait du prêt-à-porter, demain, s'il doit me faire un t-shirt avec un dinosaure qui boit une bière sur la Lune, eh ben, on va demander à l'IA de créer justement l'image. Donc Renan, il faut y aller? Ouais, nous on y est déjà depuis de nombreuses années, en particulier pour lutter plus efficacement contre la fraude. Et effectivement, aujourd'hui, tous les sujets de GenAI, ça ouvre un potentiel d'optimisation qui est assez fabuleux. Eh bien, je vous propose qu'on termine sur ce débat-là, sur l'IA générative, comment les retailers vont s'aligner sur tout ça. Et merci Nicolas Safis de nous avoir introduit le sujet. Donc, je propose de terminer ce débat, ce plateau passionnant sur l'IA générative. Clotilde, comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai été très surpris. Sur les 80 candidats de la nuit du commerce connecté, il y avait au moins un candidat sur 2. C'était un projet d'IA, d'intelligence artificielle, dans le retail. Exactement. Alors l'IA, c'est un buzzword qu'on a vu beaucoup, mais là, avec l'IA générative, on a vraiment des choses concrètes qui arrivent. Et sur tous les métiers, c'est vraiment pour moi, il y a vraiment un Big Bang qui arrive. On compare ça d'ailleurs à la révolution et l'arrivée d'Internet, l'IA générative. Et ça vient tout changer, tous les métiers, les façons de faire, et c'est une vraie révolution. Alors Nicolas Safis, toi, tu es un peu le plus mature sur ce sujet-là. J'ai l'impression que ça va sortir de l'innovation, des directions de l'innovation, et ça va se propager comme une traînée de poudre dans tous les métiers, et qu'on va bosser non plus avec une assistante, mais avec un assistant IA. Et on va devenir tous plus ou moins des prompt managers. Est-ce que je me trompe? Alors, je n'ai pas la réponse parce que je ne peux pas prévenir l'avenir. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que l'IA générative, c'était un peu la clé qui manquait sur pas mal de solutions. Donc, elle toute seule, en fait, elle ne fait pas grand-chose, l'IA générative. On parlait tout à l'heure de l'enrichissement des fiches produits. C'est une des technologies pour enrichir automatiquement les fiches produits. Et effectivement, l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est que, ce dont on s'est aperçu chez Carrefour, c'est que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire et tout le monde le fait proactivement. Et donc, je me souviens de la directrice fiscale du groupe Carrefour qui m'envoie un message en début d'année en me disant « J'ai utilisé ChatGPT pour la TVA sur le chocolat, etc. » Donc, ça fait partie des technos qui touchent et qui intéressent tout le monde. D'accord. Laurent, on n'est pas préparé à ça. Comment on va s'y mettre? Alors, il va y avoir de la casse. Il y a des gens qui vont savoir... non, le carnet, ça allait donner de la casse, le téléphone mobile, ça allait générer de la casse, etc. Ça transforme, bien entendu. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est mon fils qui m'a impressionné ce jour-là quand je lui ai montré. Il a 12 ans, donc il m'apprend souvent la vie, comme tous les enfants. Il me dit, papa, c'est formidable, j'aurais plus besoin de chercher, j'aurais juste à poser la question. Ouais. Et en fait, c'est bien quand je veux faire un cadeau, quand je veux faire une recette, en fait, je dis, j'ai juste ça, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas ce que je cherche, et il va m'aider à me donner la réponse. Et j'imagine faire une photo de mon frigo, faire une photo de la chambre de mes enfants pour savoir qu'est-ce qui lui manque ou quel est le style et du coup quel type d'univers peut l'intéresser. Parce que peut-être moi, j'ai pas d'idée directement en tant que père, etc., etc. Donc je trouve que c'est extraordinaire pour les consommateurs. Alors Vanessa, vous avez des enfants, c'est pas inquiétant pour une maman l'arrivée de ces technologies où tout est possible. On peut maintenant transformer des images, on peut leur faire dire ce qu'on veut, etc. Alors je pense qu'il faut qu'on soit attentif justement aux dérives et qu'on soit aussi, qu'on sache quand c'est accompagné. D'ailleurs, il y a tout en ce moment une réflexion. Est-ce que les contenus créés par l'intelligence artificielle doivent être indiqués
avec une sorte un tag, par exemple, puisque sur toute la partie retouche photo, etc. Donc nous, dans le groupe ERAM, on a un groupe de réflexion là-dessus et nous aussi, on va former 70 collaborateurs. Justement, c'est quoi l'IA? Et il y a toute cette notion de sécurité et aussi éthique. Il faut une charte d'utilisation. Ces aspects-là sont assez importants pour éduquer nos collaborateurs et ça va toucher tous les métiers. On se concentre pour l'instant plus sur les métiers du marketing et de la création de contenu. Et ça va aussi nous permettre de faire face à des contraintes budgétaires. Par exemple, avant, on allait au bout du monde faire un shooting de maillot de bain. Demain, on peut peut-être le faire plus près. Et quand au final, on va faire un shooting, ça nous est arrivé à l'île de Ré et qu'il pleut, sauf que c'est un shooting pour la collection été. Aujourd'hui, c'est des heures et des heures de retouche photo et vidéo. Demain, on sera beaucoup plus efficient, sauf que ça ne changera pas le métier même du photographe. Mais par contre, il sera assisté. Et surtout, ça vient avec l'IA générative. On va pouvoir créer des situations qui n'existent pas. Là, tu reprends juste de mettre du soleil, mais je peux très bien imaginer, je mets sur la Lune, mes enfants, dans mes pubs chez Gémeaux, ils vont faire ci, ils vont faire ça. En revanche, ça reste qu'un outil et ça vient pas non plus... c'est pas magique. C'est pas magique. Il y a quand même beaucoup de boulot. Anne-Sophie, ça fait beaucoup de bruit avec une pub d'IA générative, avec une femme sous l'eau en maillot de bain. Il faut aller savoir qu'une femme sous l'eau en maillot de bain en photo, c'est pas possible, c'est moche. Ouais. Donc c'est vraiment l'IA qui a aidé à ça. Sous l'eau en maillot de bain, c'est moche. À prendre en photo, c'est moche. Parce qu'elle a les cheveux collés, parce qu'elle a les trucs, c'est pas visuel. Ça fait pas une pub en tout cas. Et avec l'IA générative, en fait, ils ont réussi à faire un très beau visuel. Mais ça demande un gros boulot de post-prod encore. C'est pas magique, mais ça ouvre les chakras. Et les cheveux sont secs. Ah bah oui, on a vu l'effet... Laurent, tu es, comme tu l'as dit tout à l'heure fort justement, tu as d'expérience. Laurent, il est là. Oui. C'est Cédric. Allez, comme il y a un couple, on les mélange aussi. Bien, c'est Cédric. Tu as d'expérience, tout ça, mais c'est la première fois qu'on voit arriver ça dans le marketing, dans la data. Ah oui. Qu'est-ce que ça va changer? Quelles questions, toi, tu te poses en tant que patron sur ce que tu dois dire à tes équipes? Alors, comment tu vas les manager? Comment tu vas les faire progresser? Alors, sur la data, il y a vraiment une question de sécurité. Ouais. Parce qu'effectivement, quand c'est sorti, tout le monde s'est dit « Ouais, super, je vais pouvoir écrire un code sans rien dire. » Donc, à ChatGPT, tu dis « J'écris un code, voilà mon login, voilà mon mot de passe. » Pour que dans le code, il y a l'auto-logging, ça part sur la toile. Après, là, tout le monde peut avoir accès à tes serveurs, etc. Donc, il y a une question vraiment de sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est de se dire comment traduire ces modèles ou cette technologie-là dans l'univers de chacune des entreprises. Et aujourd'hui, la difficulté, elle est là, c'est de dire, moi, je ne veux pas avoir le même t-shirt que chez Gémeaux, donc à un moment donné, je dois faire apprendre, en tout cas, ils sont pas mal aussi. Hein. Mais voilà, donc l'idée, c'est vraiment garder la patte verbodée, garder même en ton de communication la tonalité verbodée. Si demain, j'en sais rien, j'ai un message de mon call center qui répond à une cliente, on doit garder en tout cas notre rondeur dans notre façon de répondre à la cliente, etc. Donc, à un moment donné, il faut faire apprendre en tout cas à cette technologie comment on a l'habitude de travailler. Demain, on parlait des directions métiers. Quel conseil tu donnes chefs de service, et des patrons, des managers, pour utiliser l'IA générative dans leur équipe, dans leur quotidien? Ils doivent commencer par quoi? Ils doivent commencer par être sensibilisés. Et je pense que ça a été dit, c'est qu'on ne peut pas, quand on est au contrôle de gestion, envoyer un PNL sur ChatGPT. Ouais. Donc il faut être sensibilisé. On peut sensibiliser sur les risques. Les risques, et puis sur en fait, la réponse qui est renvoyée par ChatGPT, elle n'est pas parfaite, elle est parfois fausse. Il y a des hallucinations, etc. Parfois, c'est une suite de lieux communs. Enfin, c'est pas l'outil parfait. Et ça va le devenir. Ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer, c'est évident. Ouais, je pense que c'est un vrai mouvement de transformation pour nos entreprises et je rejoins tout à fait ce que dit Nicolas. C'est pas une démarche en centrale, c'est vraiment une démarche très diffuse dans l'entreprise, mais qui doit être contrôlée parce qu'il y a d'énormes enjeux de confidentialité et d'énormes enjeux aussi de réponses imprécises ou fausses. Et nous, on a vraiment structuré ça dans une approche très diffuse dans l'entreprise pour arriver justement à ce que chaque métier puisse l'appréhender, puisse développer, innover finalement avec ces nouveaux outils. Et on en est, à mon avis, qu'aux prémices. Oui. Imagine que demain, sur Opla, tu demandes une recette de pâtes et qu'on te dit que tu dois prendre de l'eau de Javel et mettre tes pâtes dedans et que la personne le fait on a fait le test, normalement ça renvoie pas ça. Mais... c'est un peu caricatural, excuse-moi, Laurent, qui disent finalement, quand il y en a certains qui disaient que les réseaux sociaux, il fallait les contrôler,
L'IA générative, elle est partout aujourd'hui. Les technologies, on surestime toujours à court terme, on sous-estime à long terme l'impact. Ils ne vont pas vous demander votre avis pour l'utiliser. Hein. Non, bien entendu, ils l'utilisent déjà. Moi, j'ai des gens qui me disent, moi, je vérifie tous mes comptes rendus de réunion, mes emails avec ChatGPT ou autre, parce que je ne sais pas les rédiger, j'ai peur de faire. Et quand je dis j'écris à mon DG, il me reformule les mails parce que j'ai jamais appris à écrire un DG. Ou alors, il y en a certains qui me disent, je me challenge déjà avec ChatGPT. Je mets mes idées. Et en fait, il me propose des choses. Quand c'est des lieux communs, je n'ai pas forcément perdu mon temps, ça m'a permis de résumer mes idées. Et quand il me donne des bonnes idées, c'est ça de prix. Et j'ai l'impression d'être plus efficace ou d'être un peu plus smart quand je lui pose une question. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci à tous pour cette participation, cette première émission. Il y a certainement plein de défauts qu'on va corriger. Prochain rendez-vous, Clotilde. Prochain rendez-vous fin janvier, 31 janvier. On innove sans ChatGPT. Avec nos petits neurones, on a créé un nouvel événement pour échanger sur les enjeux du commerce en ligne. Donc e-commerce. E-commerce Days, 30-31 janvier, toujours à Deauville. On parlera d'IA aussi. On va forcément parler d'IA, du potentiel de l'IA. Je pense que Verbaudet, Gémeaux, ils seront là. Bien évidemment, ils sont invités. On aura Mathieu Hamel notamment qui est sponsor de cette première édition. Autre rendez-vous fort au printemps. 5 et 6 mars, là on parle carrelage, on parle magasin, on parle du Retail Days. Et là on va échanger sur toutes les problématiques liées au magasin et à l'omnicanal. Voilà, merci à tous et puis à bientôt sur la place de la République.